Les amis, toute petite précision juste avant de commencer la vidéo, le tournage a été réalisé ce vendredi après le tirage au sort de la Ligue des Champions, donc logiquement juste avant le match de Ligue 1 contre Brest. Alors ne vous étonnez pas si on ne revient pas particulièrement sur ce match, mais ça n'a absolument pas gêné notre analyse. Au contraire, vous allez le voir, on s'est bien projeté pour la suite de la saison, avec notamment tout un focus sur Ousmane Dembélé, l'homme qui enchaîne les triplés. MVP. Bon, eh bien, on connaît notre adversaire pour le play-off de la Ligue des Champions. Il y avait le choix entre Brest et Monaco, et finalement, Tonnerre de Brest. Ce sera le Stade Brestois. Avant de passer sur la suite, d'un point de vue un peu global, déjà, j'aimerais avoir votre réaction, parce que là, je vois des gens dire, bon bah ça y est, on est direct en 8e. Non, il y a un match. Pour Brest, c'est sûrement le match. Si. C'est sûrement le match de leur vie, on va pas se mentir. L'opportunité unique de passer en 8e de finale de la Ligue des Champions, de se faire le Paris Saint-Germain en plus. La lecture que j'ai, c'est que je pense que le PSG doit et va se qualifier. Donc à partir du moment où tu pars de ce postulat, tu peux quand même apporter un peu de nuance à l'analyse. Et je me dis quand même que le Stade Brestois aura ses cartes à jouer. T'as Eric Roy sur le banc qui fait un très bon travail depuis qu'il est arrivé la saison passée. Et les chances du Stade Brestois, c'est qu'ils connaissent le PSG. C'est un adversaire qu'ils rencontrent en championnat régulièrement. Mais ça va aussi dans le sens de Paris à ce niveau-là. Oui, aussi, bien sûr. Et même si oui, après, il y a ce brin d'insouciance pour Brest qui peut les porter, le côté on s'attendait pas à être là dans tous les cas, donc on n'a rien à perdre, alors que Paris, s'il y a élimination, c'est catastrophique. Peut-être que ça peut jouer en leur faveur, mais moi il faut relativiser aussi. Bien sûr qu'aujourd'hui le Paris Saint-Germain est juste largement favori dans on va faire la langue de bois. Hier on a titré, on change de dimension parce qu'on a une équipe qui a grandi, qui a une équipe de grands garçons maintenant. Absolument. Où on tire vraiment, on est dangereux, on se l'est prouvé, on l'a prouvé à tout le monde. Donc si tu veux cette logique, bah oui, tu es archi favori et tu dois faire le taf contre Brest. Ils tiennent en échec le Bayer Leverkusen 4-0 contre Salzbourg, sauf que maintenant c'est match aller-retour en Ligue des Champions. Eux, ils sont pas habitués à ça. Match retour, c'est au Parc des Princes, donc voilà, il y a pas d'excuse, c'est victoire obligatoire. Aller dans le sens de ce que tu dis et compléter. Ils sont pas habitués à jouer autant en si peu de temps. Parce que là, le truc du 16e de finale, c'est pas des 8e. Donc, t'as une semaine d'écart entre les deux matchs. Et Brest, c'est encore en Coupe de France. Ils vont jouer contre 3. Donc, c'est-à-dire ils vont jouer 6 matchs sur les 3 prochaines semaines. Maintenant, je vais vous poser une question un peu plus large. On voit une montée en puissance du Paris Saint-Germain de match en match. Les gens commencent à se projeter effectivement sur un potentiel 8e de finale, etc. On voit que le prochain match pourrait être Liverpool ou Barcelone en cas de qualification du Paris Saint-Germain. On voit effectivement que les principes de Luis Enrique commencent à rentrer aussi dans la tête des joueurs. On voit aussi l'arrivée de Kvaratskhelia qui va donc renforcer l'effectif. Messieurs, je vous pose la question, jusqu'où peut aller ce Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des Champions? Est-ce que vous êtes optimiste pour un parcours du PSG en Ligue des Champions, ou pour vous, ça sera trop compliqué et déjà à voir contre Brest? Et après en 8e, ça va être vraiment un très très gros morceau, et donc ça sera trop compliqué au vu de cet effectif. Pour se projeter loin, c'est compliqué. Comme directement, si tu te qualifies là contre Brest, tu peux faire face à un mur directement, ce qui serait frustrant par rapport à notre montée en puissance. Maintenant, quand on joue comme quand on a joué contre Manchester City et contre Stuttgart, est-ce qu'on est capable de reproduire ce genre d'exploit? Parce que maintenant, la question, c'est la continuité. Déjà, moi, ma photographie, comme je l'ai dit et je le répète, chapeau 1, c'est Barça, c'est Inter, comme on l'a oublié lors du dernier talk, c'est Liverpool, c'est Arsenal, Arsenal, c'est les grands. Pour moi, ça, c'est chapeau 1. Et dans chapeau 2, tu trouves le PSG et plein d'autres équipes. Mais pour situer le PSG, je les trouve dans un chapeau 2. Ce qui veut pas dire... Un peu détail. En haut du chapeau 2? Milieu du chapeau 2? En haut du chapeau 2 sur le PSG que je vois en ce moment. Ouais. En haut du chapeau 2 sur le PSG que je vois en ce moment. Mais ce qui ne veut pas dire que quand tu es dans le chapeau 2, en haut, en bas, au milieu, que tu ne peux pas battre un chapeau 1. Bien sûr. Qu'on soit clair là-dessus. Mais si maintenant, en 8e de finale, si on se projette pour l'8e de finale, tu joues ce chapeau 1, Liverpool ou le FC Barcelone, on verra lors du tirage au sort le 21 février. Je pense que si victoire il y a, si qualification il y a, ce serait un exploit. Et il faudra le saluer. Maintenant, quand tu joues comme contre Manchester City et comme contre Stuttgart, si ta question c'est de savoir est-ce que en jouant comme ça, tu peux battre Liverpool ou le Barça. Moi, je pense que oui. Je pense qu'effectivement, en jouant comme ça... Même Liverpool. Okay. Moi, c'était pour j'anticipais l'histoire des chapeaux, parce que si on est un peu tatillon, sur le niveau affiché, pour moi, c'est un niveau de chapeau A. Maintenant, toute la difficulté, c'est d'afficher ce niveau sur la durée, parce que finalement, c'est ce que fait un Liverpool, un Barça en Ligue des Champions. Mais pour être tatillon, moi aussi, c'est pas sur 2-3 matchs, parce que le PSG ne joue pas comme ça depuis le début de saison. Si le PSG jouait comme ça depuis le début de saison, je l'aurais mis dans mon chapeau 1. Mais moi, dans mon chapeau 1, aujourd'hui, de club européen, de ce que je vois, je regarde top 5, je regarde un peu tous les championnats, tous les clubs, je peux pas mettre le PSG chapeau 1. Je le mets chapeau 2. Mais en jouant comme ça, pour revenir à ta question, tu peux battre pour moi n'importe qui. Maintenant, c'est le sort d'un match, 90 minutes. Mais si tu bats le Barça ou Liverpool en jouant comme ça, je reste quand même à dire que c'est un exploit. Ce qui est possible n'est pas forcément banal. C'est possible de réaliser l'exploit, oui. Mais après, il faudra plein de conjonctures, que tout se passe bien, que toutes les planètes soient alignées et que tout soit dans un bon soir. Mais se projeter et te dire jusqu'où le PSG va aller,
Le problème du tirage au sort aujourd'hui, t'as mis un gros mur quand même dès les 8e si tu veux te projeter sur le parcours et que tu passes Brest. Donc c'est compliqué. Mais après Brest, pour le coup, ça peut servir à cette montée en puissance, encore une fois, sans leur manquer de respect. Non, mais la montée en puissance, elle est déjà là, j'ai envie de te dire. Tu vois, elle a déjà été réalisée avec. Tu la continues. Et t'es encore dans l'ambiance Ligue des Champions. Je pense que c'est important, même pour nous. Évidemment qu'on aurait aimé faire partie des têtes de série, de se qualifier directement, mais je trouve que dans le process, c'est même important pour nous qu'on continue. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est une équipe qui est jeune et qui a besoin encore de jouer de la Ligue des Champions, comme tu le dis, et c'est bien de pouvoir acquérir ce genre d'expérience dans des matchs importants de Ligue des Champions. Je préfère en plus ce côté-là où tu sens que tu as une montée en puissance plutôt que l'inverse, où généralement en septembre, octobre, on brillait, on explosait tout, et après on arrivait déjà vers fin décembre, c'était un peu plus compliqué, et après je parle même pas du mois de février-mars où là c'était terminé quoi. Parce que t'étais prêt trop tôt presque, tu vois. Cette équipe tu sortais des groupes, à chaque fois tu disais mais personne va nous arrêter. Exactement, et à chaque fois on avait ce fameux match du mois de septembre avec, je répète, Barça, Real, Bayern, c'est les premiers qui me viennent en tête, et à chaque fois avec les unes des journaux avec le PSG envoie un message à l'Europe, tu vois, et en fait on se dit frérot, c'est septembre. La saison dernière, rappelez-vous ce que disait Luis Enrique, il disait on se rend rendez-vous au mois de février, vous allez voir, on sera meilleur. Et c'est vrai que t'as galéré la saison dernière aussi à te qualifier, et tu sentais aussi une espèce de montée en puissance qui a commencé dès le match retour contre la Real Sociedad. T'as les deux matchs contre le Barça où tu fais vraiment deux bons matchs, dont un où tu fais cette remontée, tu gagnes 4-1, et après contre Dortmund, bon tu perds contre Dortmund et ça reste une vraie désillusion, mais tu archi domines les deux matchs et tu perds, c'est comme ça. C'est là pour moi, c'est au-delà d'une montée en puissance, ce à quoi on assiste. Et j'ai l'impression que parfois on banalise un peu le match qu'on a vécu contre Stuttgart, où t'es venu vraiment en patron. Tu pouvais t'accommoder d'un match nul et avoir peur encore de te faire éliminer. Non, t'es venu avec tes intentions. On a été serein au bout de 10 minutes. On s'est dit c'est bon, on va gagner. Et pour moi, dans la mentalité, dans l'assurance que dégage cette équipe, ça n'a rien à voir. Je me suis refait là hier des résumés des matchs contre Atlético, etc. Alors je pense qu'il y avait toujours de bonnes intentions pour Paris, toujours cette volonté de presser haut, d'avoir des occasions, etc. Mais vraiment c'est effrayant. C'est effrayant même de dire que c'était il y a que deux ou 3 mois. Ça n'a rien à voir. Mais tu veux que je te dise la différence, la vraie différence, je l'ai analysée, et par rapport même à notre discours. Rappelez-vous ce qu'on se disait dans le discours du début de saison. On se disait le problème c'est que il nous manque ce patron, il nous manque ce marqueur de but, il nous manque ce mec où ça te fait du bien parce que t'es trop dépendant d'un mec comme Hakimi qui est arrière droit ou ce genre de choses. MVP. Ousmane Dembélé. Mon frère Achraf. Non, on était sur Ousmane. Voilà. Mais ouais, Achraf aussi. Mehdi a quitté le chat. Mais je me déconnecte quoi. Un peu de wifi là. Mais non, mais justement, ça va dans ce sens. Achraf est toujours bon, mais on se reposait que sur lui. Et même d'ailleurs, ce match que l'Atlético, le résumé, tu regardes, ils veulent reproduire le but contre le PSV. Exactement. Tu donnes le ballon à Achraf pour essayer de marquer coûte que coûte. Exactement. Ouais, mais là, le truc, c'est que Dembélé, c'est vraiment ton patron. Alors, on va voir si ça va continuer dans la durée, mais je trouve que là, c'est vraiment ton patron, c'est ta valeur sûre, c'est le mec où tu sais qu'il va faire une différence quand il va toucher la balle. Tu sais qu'il va marquer son but. Tu sais qu'il va faire sa bonne passe décisive. Et, alors, c'est drôle, je voyais une vidéo ce matin et c'est vrai, il y a des gens qui comparaient un peu la carrière d'Ousmane Dembélé un peu à Arjen Robben ou à un Robin van Persie. Des joueurs, en fait, qui ont explosé. Qui a son prime tard. Exactement. Leur prime assez tard, qui mettaient pas tout le monde d'accord. Exact. Qui étaient très blessés, au début de leur carrière, qui ont un peu floppé dans des grands clubs comme Robben quand il floppe du côté de Chelsea ou au Real, et finalement aux alentours de 27 ans, c'est là à ce moment-là où ils ont leur prime et qui commencent à être des vrais buteurs, qui commencent à être vraiment bons tout simplement et à exploser au très haut niveau. Et Dembélé, alors après on verra, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce côté-là. Et je crois que c'est Thierry Henry qui avait dit aussi dans une interview, qui disait le prime d'un attaquant c'est à partir de 27 ans. Hop là, petite pause dans la vidéo, j'espère que vous passez un bon moment, et si c'est le cas, la meilleure façon de nous le signifier, c'est de vous abonner à la chaîne. C'est grâce à vos abonnements qu'on se développe et qu'on a encore de très beaux projets à vous partager. Alors merci d'avance, et deuxièmement, Oli sponsorise la chaîne et cette vidéo. Alors si vous voulez vous régaler comme moi tout au long du talk, je vous mets notre lien de Oli dans la description. 5 € de réduction avec le code TEAMCS5 pour votre première commande, qui vous fait par exemple un kit d'initiation avec 14 goûts différents pour 19,99 € au lieu de 24,99 €. Et si vous êtes déjà client, vous avez toujours le code TEAMCS pour avoir moins de 10% sur le site et remplacer de façon saine, écolo et moins chère tous vos iced tea, vos sodas et vos energy drinks. Alors je vous souhaite une bonne régalade et un
un bon retour à la vidéo. Je pensais pas qu'on allait parler d'Ousmane Dembélé à ce point-là et je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis. Je pense que Dembélé va connaître cette trajectoire qui peut paraître singulière, mais comme tu l'as dit, tu as cité des grandes références. Il y a déjà des joueurs qui ont explosé entre guillemets sur le tard. Pour Ousmane Dembélé, ça peut totalement être le cas, à l'image de la régularité qu'il a trouvée sur le plan physique. Il a jamais fait des saisons aussi complètes que la saison dernière et cette saison aujourd'hui, et on touche du bois, on lui souhaite que ça continue bien évidemment. Mais il peut devenir un patron d'une équipe, et aussi on lui a jamais donné les clés d'un projet, d'un club, d'un vestiaire comme on lui a donné aujourd'hui. Au Barça, il est arrivé entre grandes guillemets pour remplacer Neymar et pour être un pion de Lionel Messi, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas pour être un élément du vestiaire parmi tant d'autres. Et aujourd'hui au PSG, on nous dit qu'il y a plus de figure de projet, etc. Mais c'est pas un grand secret que je dévoile si je vous dis que c'est lui aujourd'hui le leader offensif et technique du PSG, et même la figure de proue du projet du PSG. Donc il est un nouveau Ousmane Dembélé. Je pense qu'il est un nouvel homme. Il a trouvé sa régularité, voire même son petit cocon. Aujourd'hui, il est pas originaire de la région parisienne, pas très loin, et il est entre guillemets chez lui. Donc c'est très bien pour lui, et ses performances en témoignent. Donc on peut totalement saluer ça, on peut totalement être content. Et pour les plus sceptiques qui doutaient que Ousmane Dembélé puisse trouver de la régularité dans ses performances et sur le plan physique, il apporte aujourd'hui de très bonnes réponses en faisant sa meilleure saison depuis 2018-2019 avec le Barça. Donc c'est pour ça que moi je fais mon talk my football. Pardon, je suis nul. Pardon de t'avoir critiqué, parce que Dembélé, moi j'avais cet effet-là où je me disais ça y est, il a 27-28 ans. Je pense qu'il a du talent depuis le début, mais qu'il passera jamais ce cap. Et là, je le trouve vraiment changé, même dans l'attitude, même dans ce qu'il dégage. Quand il rentre contre Manchester City, il aurait pu bouder, je sais pas, d'être remplaçant, même s'il avait la grippe avant. Il était en conférence de presse la veille, il avait dit qu'il était prêt. Il est remplaçant, il entre. Déjà, il change le match. Il a des aptitudes de neuf, ce que tu disais dans son placement quand il marque ce but qui relance Paris. Le 2-1, c'est un vrai but d'attaquant. C'est-à-dire que tu vas foncer et il s'arrête au milieu de sa course. Il dit lui-même, un vrai but de neuf. Quand je suis faux neuf, je suis plus près des buts, donc je vais plus scorer. Non, mais même il a l'instinct d'un attaquant. Enfin, un mec qui n'est pas attaquant, il va continuer à chercher. Surtout lui, ça aurait été un stéréotype. Mais oui, exactement. De lui-même qui finit hors jeu. Et non, là, il entraîne le bloc défensif avec lui. Il a le petit pas vicieux ou pas, je sais pas, mais d'expérience. Je le trouve changé dans ce même match. Il distribue les infos auprès de ses coéquipiers. Il les maintient dans l'adrénaline. C'est un patron. Et voilà, en patron. Et c'est vraiment un rôle que je ne pensais pas qu'il aurait un jour. Parce qu'il a été cantonné, comme tu l'as dit, à ce petit bonus qu'il était à Barcelone, en équipe de France. En équipe de France, il a jamais été vraiment titulaire en licence sur la durée. Limite, si on veut vulgariser le truc, c'est limite va sur le terrain mais lui décrocher. C'est moi, c'est toujours ça. Comme ça que je l'ai vu. C'est va déstabiliser, et puis on sait que de toute façon t'as une part de déchets. Aujourd'hui c'est ça, puissance 1000, et met des buts et fait des passes fait différence, met un petit point à Bernardo Silva. Et si ton coéquipier baisse la tête, relève-la lui, c'est que il a un autre rôle, c'est un autre Ousmane Dembélé. Parenthèse d'ailleurs, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en équipe de France, tu vois. Ouais, complètement. Il a jamais eu ce rôle-là. Même dans son placement. Dans son placement, ce sera intéressant aussi. Ouais, voilà. Est-ce que Deschamps va le voir autrement et tout? C'est autre chose, mais en tout cas, je suis curieux de voir. Je trouve même dans ses prises de parole, je trouve une certaine maturité en ce moment. Totalement. Et même, tu vois, des petits signaux, les petites vidéos dans le vestiaire où il a son trophée MVP. Ça dégaine à comment il marche, à comment il répond à ses coéquipiers dans Snowfall. C'est plus le petit Ousmane, c'est un patron, c'est un grand garçon, et c'est pour ça que je trouve qu'il symbolise cette équipe et ce changement de dimension qu'il faut confirmer là sur la durée en se qualifiant obligatoirement contre Brest. Et c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure de est-ce que si ce Paris continue à jouer comme ça, est-ce que même un Liverpool, même un Barça potentiellement les taper? C'est là où je réponds, c'est un Dembélé comme ça. Dembélé, on fait une page sur lui, pour moi factor X de ce changement, et on a l'air tous d'accord. Attends de voir ce que les gens nous disent dans les commentaires, mais en tout cas on a l'air d'accord ici. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, pour te donner une autre réponse à la question jusqu'où on peut aller, et est-ce que tu peux taper le Barça et Liverpool si tu te qualifies et que tu arrives contre un des deux en huitième de finale? Moi, je suis enchanté de ce que j'ai vu contre Stuttgart, du jeu proposé par le PSG, de ce renouveau avec Dembélé en facteur X. Mais la question que je me pose, c'est la régularité. Est-ce que le PSG va réussir à trouver une régularité là-dedans? Est-ce que le PSG va réussir à rejouer comme ça, tout simplement, même contre les gros? J'avoue que j'ai pas de réponse. En tout cas, on a prouvé que c'était possible. Et ça, on en avait vraiment besoin. Et c'est possible. Et j'ai envie de te dire que c'est le principe des automatismes. À nuancer. J'ai pas vu le PSG sur une longue durée jouer comme ça. Non, bien sûr. Mais ne serait-ce que sur un match, on en avait besoin. Je suis obligé de me poser les questions. Sur le début de la Ligue des Champions, on avait besoin de se prouver parce qu'on se disait oui, il y a des bonnes intentions, mais on a l'impression que cette équipe elle est trop jeune, elle est trop naïve, et il y a pas de patron, et du coup on passera jamais un cap. Là, on s'est montré que quand même contre Salzbourg, contre Manchester City, en plus dans un scénario complètement fou, et ensuite où il fallait confirmer, tu le fais avec panache. Mais
te prouves des choses. Moi, à ma question, il y a que le temps qui va répondre. Bien sûr. Mais je vous la pose et vous me dites si vous avez des éléments de réponse. C'est de savoir est-ce que Manchester City l'a perdu du PSG, Stuttgart l'a perdu du PSG. Est-ce qu'on peut faire ça là jusqu'au mois de juin? Alors moi, je vais te répondre à ça. C'est que c'est pas un épiphénomène. En tout cas, je le vois pas comme ça. Parce que je trouve quand même qu'il y a une continuité dans ce que j'ai vu. Et même que je répète, Luis Enrique, parce que il y a des gens qui sont venus un peu m'accrocher sur les réseaux sociaux parce que j'avais dit ce qui est vrai en mois de novembre. J'avais dit, j'aime pas le jeu de Luis Enrique. J'aime pas le jeu de Luis Enrique. Je n'aime pas, effectivement, jouer à la baballe, que ça tourne et que ça manque un peu de vitesse, tu vois. Ça jouait à la baballe et ensuite tu te reposais sur un latéral pour marquer. Exactement. Parce qu'à l'arrivée, il faut marquer. Là, ça va plus vite. Le match contre Stuttgart ou le match contre Manchester City, ça va vite. C'est-à-dire que parfois, effectivement, tu gardes le contrôle du match. Tu as une possession de balle qui est pertinente, c'est-à-dire que tu arrives à gérer le tempo d'un match. Tu arrives à justement échanger, tourner, etc. Tu vois les joueurs courir partout, essayer de créer des décalages comme ça. Et en même temps, parfois, quand il faut aller vite, ça va vite, quoi. Excusez-moi, le but que marque Dembélé, qui est pas le plus beau, c'est le premier but contre Stuttgart, la sortie de balle. La sortie de balle avec, je crois que c'est son premier but à lui. Oui, son premier but à lui. Pardon, le deuxième but inscrit contre Stuttgart, c'est Neves qui la dégage pour Vitinha qui la décale pour Zaïre Emery et ça va vite devant. Et Vitinha, on voit tout de suite passe en profondeur, ça l'amène en profondeur. Après, t'as Barcola qui fonce comme une fusée, ouverture en profondeur, clac, ça va vite et c'est terminé. Ce que peut-être on aurait moins vu en début de saison parce que ou dans certains matchs où parce qu'on serait dit Vitinha qui va garder la balle, qui va décaler pour Hernandez, qui va rejoindre dans l'axe pour Marquinhos, qui va décaler. Peut-être qu'en début de saison, les Gérone, etc., il y avait plus le bus que Stuttgart. Mais même, j'ai envie de te dire. Mais si Stuttgart montait aussi haut, c'est aussi parce qu'on a marqué directement et que. Non mais c'est autre chose, Théo. C'est que ils ont eu une occasion de but. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette contre-attaque, au lieu d'essayer de garder la balle et trucs, non, l'objectif c'était de dire vite, on va trouver les ailiers, vite, on va créer des différences. Ce que je voyais pas. Et là, quand je vois ça c'est un jeu qui m'enchante. Là, je prends mon pied. Je prends énormément de plaisir à voir ce PSG parce que je trouve que tu arrives à maîtriser, à contrôler le tempo du match et en même temps, quand il faut faire mal, et bah tu fais mal, quoi, tu vois. Et genre pour le coup, c'est ça qu'il faut pour le Paris Saint-Germain. Et franchement, je suis hyper emballé de ce que les joueurs ont l'air quand même libérés depuis quelques semaines. Et libérés. Luis Enrique semble avoir mis de l'eau dans son vin. C'était les informations qui ont été partagées. Les joueurs semblent concernés. Tu as une concurrence aussi avec l'arrivée de Kvaratskhelia. Donc ça fait que aujourd'hui, les joueurs, la place elle est chère aujourd'hui. La place elle est chère pour Bradley Barcola. La place elle est chère pour Désiré Doué. Aujourd'hui, t'as un Fabien Ruiz qui enchaîne les matchs. Alors on peut le critiquer ou pas, mais pour Zaïre Emery, la place elle est chère aussi, Warren. Tu peux être le titi du club, tu peux avoir du talent, du potentiel. Le mieux payé de. Exactement. Mais l'Hexagone. Luis Enrique il s'en tape. Si t'es pas bon, t'es sur le banc. Ou s'il pense que Fabien Ruiz est meilleur que toi, tu vas sur le banc. Et c'est ça pour tout le monde. Et c'était même les infos pour dire que avant les compos d'un match, il a donné au dernier moment pour laisser sous pression ses joueurs. Mais c'est ça aussi, c'est ce côté. Ok. Est-ce que je vais jouer ou pas? Si je joue, il faut que je me donne à 200%. À l'entraînement, il faut que je me donne à 200%. Et ce qu'il y a eu aussi pour Donnarumma. Même si on critiquera ou pas la qualité de Safonov, en tout cas, ça a porté ses fruits. Vu que Donnarumma est un autre gardien depuis ce déclic contre Salzbourg. Où déjà, il a fait son match. Peut-être que la concurrence, elle vient pas de Safonov, mais elle vient tout simplement des infos qui ont dit, ok, frérot. Tu fais que t'es pas indiscutable. T'es pas dans un fauteuil. Non, mais t'es pas bon, on ne prolonge pas. On arrête les discussions. Oui. Voilà. Il te reste un an et demi de contrat, mon pote. T'es au Paris Saint-Germain. À un moment, on t'a pris pour essayer de suppléer Keylor Navas, qui est peut-être un des 2 meilleurs gardiens de l'histoire du Paris Saint-Germain. T'es pas au niveau, mais c'est ciao, mon pote. C'est ciao. Tu rentres chez toi, c'est bon. On lui a tout permis. Ces premières années, il pouvait faire bourde sur bourde. Donc là, à un moment, quand tu mets les joueurs sous pression, t'es face à leur responsabilité de dire, attends, il y a quelqu'un qui est derrière toi qui va prendre ta place. Bouge-toi. Il se bouge. Et tu passes sur le terrain. C'est là où je suis quand même optimiste. Je sais pas pour cette saison en Ligue des Champions, vu que tu te heurtes forcément à un mur. Bien sûr. En moi, quand je dis ça, je dis pas qu'on va éliminer Liverpool ou Barça, ça, sur la durée. Ou Brest, on verra, mais bon. Voilà. Moi, le seul prono que je peux donner, c'est que si tu joues comme contre City et Stuttgart, tu peux faire quelque chose contre ces équipes. Exactement. Après, je peux pas aller au-delà. Mais sur le plus long terme, je suis plutôt optimiste parce que je vois une équipe qui s'est construite, qui se dégage, il y a un 11 qui se dégage enfin. Tu peux à peu près anticiper parce que t'as des joueurs qui se sont appropriés un poste, des repères, qui combinent bien et t'as ce changement de poste qui a tout changé aussi avec son statut, c'est Dembélé. Voilà, et ça j'ai l'impression qu'on passe un cap. Pour être dans l'élan de positivité, je pense que tu te prends vraiment un gros mur avec le Barça et Liverpool cette saison, c'est vraiment pas de chance, c'est le tirage au sort. Mais si tu sors, il faudra pas non plus tomber dans le catastrophisme parce que là t'es quand même en train d'entamer quelque chose pour moi dans l'ère Luis Enrique.
t'es en train d'entamer un tournant et à peine t'es en train de tourner, tu viens d'enlever ton clignotant, hop, le Barça ou Liverpool. Donc compliqué. Si t'es éliminé, moi je tombe pas dans le catastrophe. Tout dépend de la manière, bien évidemment, mais je vais pas être alarmiste là-dessus. Il faudra voir comment tu joues et comment tu gères l'après de cette élimination. Mais en tout cas, il y a quelque chose de bien qui est entamé. Mais moi, il y a une dernière question que j'ai envie de me poser quand même, parce qu'on parlait de Dembélé facteur X là tout de suite sur ce tournant. Il y a quand même un facteur X qui est arrivé pour la suite, c'est Kvaratskhelia, et il faut en parler. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va apporter au PSG là tout de suite et pour la Ligue des Champions et surtout dans ce tournant? De la créativité et de la qualité, parce que justement la concurrence et de la concurrence aussi, ce qui va pousser mais parce que même un Barcola qui est peut-être meilleur quand il y a plus d'espace, il est moins bon quand c'est vraiment l'autobus devant lui, quand les défenses sont hyper resserrées. Donc en soi, tu peux te dire pour commencer un match, je mets Kvara titulaire, je mets Barcola sur le banc et derrière en fait Barcola va mettre le feu en entrant. Exactement, il va laisser parce que un match c'est 90 minutes, donc la dernière demi-heure je vais mettre Barcola. En fait, ça te laisse un éventail de possibilités et de t'adapter. Et c'est ce que je répète depuis quelques matchs pour le Paris Saint-Germain où il n'y a pas de titulaire et de remplaçant, mais il y a ceux qui débutent et ceux qui terminent. Et en fonction de l'adversaire, tu fais évoluer ton équipe. Au scénario. Exactement. Et un Kvaratskhelia, face à des équipes qui ont plutôt des blocs bas, c'est un mec qui crée des différences dans des petits espaces. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle, c'est arrivé. Pour le coup, moi je pense que on parle de nous. Ça va le Barça et Liverpool, on n'est pas content de jouer contre eux. Mais eux, ils ont fini premier et deuxième, et ils se disent, bordel, on a fait tout ça pour rencontrer Paris Saint-Germain qui viennent de recruter Kvaratskhelia. Et Arne Slot en parlait avant cette réaction contre Manchester City. Exactement. Alors imagine maintenant. Le PSG c'était du lourd ou quelque chose comme ça. Et c'était pas une récompense entre guillemets de tomber contre eux en faisant leur parcours. Mais pour revenir sur Kvara, moi je pense que même au-delà des considérations tactiques que vous avez évoquées, c'est-à-dire bloc bas, démarrer le match, pas démarrer le match, Barcola remplaçant, je suis d'accord avec vous, mais je m'arrête avant ces considérations tactiques et je me dis que juste dans cet élan de positivité, avoir un dragster comme lui dans ton collectif que tu peux ajouter à ton club et au groupe de Lucien Riquet. J'ai entendu un Draxler. Oui, moi aussi. Un dragster. Tu as mis un magnifique ciseau retourné. J'ai vu. Incroyable. Pas mal. En tout cas, avoir un joueur de sa trempe. Ouais. Mais avoir enregistré Kvaratskhelia dans ton club, dans ton équipe, c'est aussi, ça fait partie de l'élan de positivité et c'est déjà bien. Après, et des preuves dont on avait besoin pour rester optimiste sur la durée. Oui, on avait besoin de se prouver. Tu veux dire parce qu'en Ligue des Champions, sur vraiment le contenu, sur le sportif, on avait besoin de se prouver qu'on pouvait, ne serait-ce qu'être efficace, ne serait-ce que répondre à la pression de la Ligue des Champions. Je pense qu'on l'a plutôt bien fait et en plus dans des scénarios complètement fous contre Manchester City. Et ensuite, tu confirmes pour le mercato, pour viser toujours plus, voilà, sur le plus long terme. On se demandait si on était toujours capable de gérer des gros dossiers. On l'a fait en mercato d'hiver. Donc c'est pour ça que je reste optimiste sur la durée. Et quand t'as des rumeurs qui viennent d'Angleterre et qui disent Ibrahima Konaté potentiellement cet été, tu te dis que peut-être, sachant que lui, il a toujours dit qu'il adorerait jouer au PSG. Du coup, vu qu'on a titré, il me semble, jusqu'où peut aller ce PSG. Est-ce qu'on se mouille on se mouille vraiment sur le parcours. Ouais. Moi, je pense qu'on sort en 8e parce que tu fais face à ce mur qu'on évoque depuis tout à l'heure. Le Barça ou Liverpool. Après, je vais détailler un peu plus. Je pense que si tu tombes contre Liverpool, moi, je pense qu'on sort. Parce que c'est vraiment trop fort. Et pas en 70-30. Pardon? Ou pas en 30-70. 30 pour le PSG. Ah ouais, 30 PSG, 70 Liverpool. Ok. Je pense que Liverpool, ça reste quand même. Et puis le retour, il est chez eux, vu qu'ils sont tête de série. Ouais. Je pense que ça reste bien au-dessus. Avec ce retour chez eux, effectivement, j'avais pas ce paramètre. Et si tu tombes contre le Barça, là, j'avoue que je pense qu'on a plus de chance et que j'y croirais tout simplement un peu plus. Donc, je mettrais un peu plus d'entrain, on va dire, à suivre la rencontre. Ça veut pas dire que je suis pas Liverpool, bien évidemment. Je la suis, mais je pense qu'on sort. Et contre le Barça. 60-40 pour le Barça? Le Barça revanchard. Ouais, un truc comme ça, 60-40, parce que c'est quand même très costaud le Barça. Ouais, bien sûr. Tu regardes, ils sont sévères, tous les week-ends en Liga, surtout ces derniers temps-là. Si on tombe contre eux en Ligue des Champions, je pense que le PSG a plus de chance. Ça veut pas dire qu'on va le faire, mais il y a plus de chance. Et je le dis pour que ce soit clair pour les gens qui nous suivent, même Liverpool, je pense que c'est possible. 30-70, pour toi, t'es à 30%. Voilà. Je te fais mon petit scénario. Vas-y. Ah oui, il l'a fait tout à l'heure en off. Brest, on se met en confiance. Barça, revanche. Merci. J'annonce Bourde de Chesney, qui est en Ligue des Champions. En ce moment, c'est catastrophique. Voilà. Oui. Je suis très saccadé. Barça, c'est fait. Très bien. Juste après, Atalanta. Revanche de 2020. Juste après, Real en demi-finale. Le Real de Kicks. Et là, je botte en touche. Là, je botte en touche. Ah non, tu peux pas. Ah bah attends, non, t'as dit, mouille-toi. Tu rigoles ou quoi? Toi, en plus, qui lance la question. Attends, tu nous as fait mouiller. Tu lances la question, tu nous fais des théories du complot pour terminer ensuite par déjà, je mouille pas. Voilà, c'est pas possible. Demi-finale en objectif, c'est très bien. Bah moi, écoutez, je suis d'accord avec l'un de vous deux.
Et pour le coup, c'est vrai que le scénario de Théodore est plutôt sympa, mais bien sûr, Mehdi Ouzouane. Je le savais. Quand il commence à regarder quelqu'un, c'est une forme de frappe. Je dis exactement comme toi. C'est-à-dire que je pense que Paris a peut-être un peu plus de chance contre le Barça que contre Liverpool. Je trouve que Liverpool est quand même très fort cette année. Il y a un rodé, hein. Ah ouais. Salah, pour la dernière saison, parce que je pense à la dernière saison à Liverpool, il voudra faire le doublé PL, Ligue des Champions. Je pense Ballon d'Or. Mais quoi qu'il arrive, et je vais redire la même chose que t'as dit, s'il y a sorti, bon, c'est pas, il y a un process, c'est pas grave, on reviendra l'année prochaine, encore renforcé à des postes clés, en défense centrale, au poste de latéral, au milieu de terrain, en attaque, peut-être au poste de gardien si Donnarumma il est pas prolongé, tu vas revenir encore plus fort. L'équipe aura une année de plus, Désiré Doué aura un an de plus, Joao Neves aura un an de plus, Dembélé aura un an de plus, et c'est pas plus mal. Tous ces joueurs-là, en fait, ils auront un an de plus. Et ils ont engrangé l'expérience de façon décuplée avec ce format. Par rapport à élimination, catastrophisme ou pas, c'est pas grave, on verra. Moi, vous me connaissez, je suis pas d'habitude dans c'est patience et compagnie, donc je serai déçu. Mais je pense qu'il faudra, au moment des faits, parce qu'on en est encore loin, savoir bien placer le curseur de l'échec. Ouais. Exactement. L'échec est peut-être parfois relativisé. Exactement. Bon, ça aurait été un bon talk, hein, messieurs, en tout cas. Ah oui, ça fait plaisir de se projeter. Bah oui. T'imagines si on avait été éliminé. Qu'est-ce qu'on aurait fait comme contenu, là? Bon, on aurait fait l'avant-match de Brest, mais de Ligue 1, pas de Ligue des Champions. Alors, merci à vous, messieurs. N'oubliez pas toujours à vous abonner et tout. Et merci encore à Oli. Merci, Oli. Santé. Ciao tout le monde. Bonne journée.